mes remerciements d'abord à l'équipe CEREC qui m'ont invité. Ça fait déjà la deuxième fois. J'avais présenté des travaux sur les récepteurs muscariniques et dopaminergiques du cerveau que j'avais fait en collaboration avec l'INSERM de l'hôpital Saint-Antoine. Et avec l'hôpital de Saint-Antoine, j'avais effectivement démontré l'action des médicaments homéopathiques sur des récepteurs que j'ai bloqués avec des produits radioactifs. Et que ces mêmes produits radioactifs, ils étaient déplacés par des dilutions homéopathiques. Ça a fait l'objet, d'une part, de 3 thèses, une thèse en médecine, une thèse en pharmacie, une thèse à la faculté des sciences. Donc ça a été validé, et validé évidemment par l'INSERM, puisqu'ils ont aussi validé en refaisant une autre technique différente pour avoir les mêmes résultats. Ils ont eu les mêmes résultats avec une technique différente. Mais seulement, malheureusement, la faculté des sciences en France n'a pas validé mes travaux. Donc, par conséquent, j'ai fait, il y a quelques années, c'était pas encore l'histoire de la rupture entre les États, mais j'avais fait justement plusieurs conférences à Moscou, et à Moscou, j'ai eu l'avantage, l'honneur d'avoir été validé par les chercheurs de Moscou. Voilà. Alors mes amis, donc je vais vous présenter les travaux du professeur Montagnier, mais sans éviter de rendre hommage aussi à mon ami Jacques Benveniste, avec lequel j'ai travaillé, et devait rejoindre mon laboratoire, parce que j'avais, après son expulsion, entre guillemets, de l'INSERM, j'avais proposé à Jacques de venir dans mon laboratoire. Je lui offrais gracieusement 200 mètres carrés. Et malheureusement, on avait signé un contrat entre lui et moi, entre son équipe et moi. Malheureusement, il est entré à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et il est sorti les pieds devant. Et professeur Annelies Lobstein, c'est elle qui m'avait fait justement faire un topo ici même sur les travaux que j'avais fait avec l'INSERM. Il m'a bien mis à pied ou pas? Ensuite, en gros, mon CV, rapidement. J'ai été président de l'Institut homéopathique scientifique, président de la Société française d'homéopathie, etc. On passe rapidement, ce n'est pas l'objet de mon topo. Cela dit, professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. J'ai dû lui rendre hommage parce que vraiment, c'était un lion. C'était un lion et c'était un homme qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Et puis comme Jacques Benveniste me disait lui-même, quand il y a un fait, il faut accepter le fait. Éventuellement, rejeter parfois certaines théories. Alors, le professeur Luc Montagnier a repris les travaux de Jacques Benveniste. Vous allez voir dans quelles conditions. Et auparavant, je voudrais vous mettre le point sur l'hommage que j'avais rendu à M. Montagnier lors de son décès au cimetière du Père-Lachaise. Et croyez-moi, au cimetière du Père-Lachaise, bien que ce soit le Père-Lachaise, il y avait beaucoup de personnalités. Alors, le professeur Montagnier, reprenant les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, tant décrié par le monde scientifique, a démontré la réalité de présence d'ADN d'un virus dans une solution diluée au-delà du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire à 10 puissance moins 24, par la technique dont il avait une parfaite maîtrise, la PCR. Et on sait très bien que la PCR nous permettait justement de déterminer l'ADN de l'individu, ne serait-ce qu'après une fraction de cheveux, une fraction de poils, on pouvait retrouver l'ADN du sujet. C'est ce que fait évidemment la police scientifique actuellement. Et puis lui, comme par hasard, je développe un petit peu le topo que j'avais fait sur lui, comme par hasard, il avait pu déterminer, par la méthode de PCR, il avait pu retrouver l'ADN d'une dilution d'un produit au-delà du nombre d'Avogadro. C'est une preuve supplémentaire. Ensuite, ces résultats étaient amplifiés
par une agitation. Pour ceux qui connaissent un peu l'homéopathie, on sait très bien qu'un médicament à usage homéopathique, je parle encore de médicaments et pas de remède, un médicament à usage homéopathique, eh ben, c'est fabriqué en 2 temps. D'une part, la dilution et ensuite la dynamisation. Alors, sans l'un ou sans l'autre, ce n'est peut-être pas un médicament à usage homéopathique. Mais par accident, vous voyez que de temps en temps, il y a des faits qu'il fallait peut-être démontrer plus tard. Le fondateur de l'homéopathie, Hahnemann, s'était rendu compte que lorsqu'il allait voir ses malades chez eux, à domicile, et lorsqu'il les prenait à son cabinet, les résultats étaient différents. Et les résultats étaient plus importants quand il allait chez le malade plutôt que lorsqu'il recevait à son propre cabinet. Tout simplement parce qu'il y allait à cheval. Évidemment, le produit était largement agité, largement dynamisé. Alors déjà, on retrouve un peu le premier principe de l'homéopathie, là. Mais d'autre part, il ne fallait pas chercher une explication chimique, mais bien physique. Chose qu'évidemment, Jacques Benveniste avait déjà commencé à démontrer avec, malheureusement, la mémoire de l'eau qu'il a noyée, qu'il a décimée. Il retrouve également la deuxième réflexion d'Hahnemann, fondateur de l'homéopathie, sur les maladies chroniques. En effet, la présence d'un miasme pouvait provoquer, merci, un point de plus à l'examen, pouvait provoquer une modification de terrain. Eh bien, rappelez-vous, lorsqu'on lit un petit peu l'historique du fondateur de l'homéopathie, Hahnemann, on se rend compte qu'au début, il a eu d'excellents résultats dans des maladies aiguës. Et puis, il a eu des échecs dans des maladies chroniques. Alors, il a repensé, après avoir écrit l'Organon, renettoyé en quelque sorte, redorer le blason de l'homéopathie en essayant de démontrer pourquoi une maladie chronique pouvait provoquer une modification de terrain et pouvait être, c'est ainsi qu'il a décrit les diathèses, c'est-à-dire les terrains. Et à ce moment-là, monsieur, comme par hasard, monsieur Luc Montagnier parlait d'infection froide. C'était un petit peu, justement, son dada. Pour ceux qui ont déjà lu les travaux de M. Montagnier, les infections froides. Alors au début, il y avait une convergence totale entre l'idée d'Hahnemann, la réalité des faits, et finalement la réalisation scientifique. Parce qu'au début, M. Montagnier ne connaissait pas du tout l'homéopathie. Et je veux dire un petit secret, mais il m'a permis de le dire, puisque lui-même l'a dit lors d'un congrès. Lors d'un congrès, notamment, on a fait un congrès dans le centre de la France. On avait fait un congrès, et puis il a été très malade. Il était très malade, et puis il me téléphone, il me dit « Albert Claude, ça va pas du tout. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me fait « Je suis hospitalisé à Saint-Joseph. » Je le vois. Je vais le voir tout de suite, évidemment, immédiatement à Saint-Joseph. Il était constellé de petits pétichés sur tout le corps. Ben, j'ai dit, mais c'est exactement Crotalus, c'est-à-dire le médicament homéopathique, qui provoque lui-même des petites pétéchies. Tout le corps. Et puis, ben, j'ai dit, de toutes les façons, c'est foutu, je ne pourrais pas venir à votre congrès. C'était l'université d'été, rappelez-vous. Et puis, je lui donne Crotalus. Le lendemain, je vais le voir, en étant certain qu'il n'allait pas pouvoir du tout venir au congrès. Et à ce moment-là, il y avait le chef de service du coin. Il me regarde, il me fait « Ah, vous êtes venu voir Montagnier, mais je crois que je vais le garder encore une semaine. » Et puis il vient le voir à ce moment-là en même temps que moi, puisqu'on arrivait en même temps dans sa chambre. Et puis Montagnier ouvre sa chemise. Et puis il dit « Voyez, Kemoun, voyez l'homéopathie. Eh bien, j'ai plus rien. » Mais c'est impossible.
Je comptais vous garder une semaine de plus. Ben oui. Comme quoi, évidemment, il ne faut pas prétendre tout guérir, loin de là. Mais il y avait quelque chose. Finalement, quand on cible bien, quand on connaît, à mon avis, la matière médicale, eh ben, il faut d'abord, avant de la critiquer, l'étudier, la réétudier, l'utiliser, la pratiquer, la répratiquer. Et puis, 20 ans, 30 ans après, on se dira, j'ai trouvé quelques clés. Je n'ai pas tout trouvé, certes. Qu'importe. Comme disait Bossuet, qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisqu'un seul moment les efface. Alors évidemment, vous voyez, il y a en quelque sorte un lien, une convergence entre les miasmes parce qu'on ne connaissait pas l'homéopathie. On ne connaissait pas, on connaissait pas les antibiotiques, excusez-moi. On traitait la syphilis avec du mercure. Et puis d'ailleurs, Hahnemann lui-même disait, mais c'est de la folie de traiter qu'avec des mercuriels, parce qu'on en rend plus malades. Les gens ont provoqué une pathologie, parce que le mercure avant, je crois qu'il se disait hydrargir, n'est-ce pas? L'ancien nom du mercure. Et qu'est-ce que ça veut dire hydrargir? Hydre, c'est l'eau. Argir, c'est l'argent. C'est le seul métal qui a une couleur d'argent, mais qui soit liquide. Et évidemment, l'intoxication par le mercure s'appelle hydrargyrisme. Et les plus belles intoxications d'hydrargyrisme, on les trouvait post-syphilitiques, puisque malheureusement, on traitait la syphilis, non pas avec des antibiotiques, mais avec du mercure, mais à trop forte quantité. Alors, le symbole même de M. Hahnemann et de M. Montagnier, c'était malgré tout primum non nocere, avant tout, de ne pas nuire. Parce que quand on traitait les gens au mercure, vous allez voir, c'est grave, très grave. On provoquait des pathologies toxiques dont les signes étaient semblables à ceux de la syphilis. Donc plus le malade était traité, plus était malade, plus on augmentait les doses de mercure, et plus on les rendait malades. Alors dans ce cas-là, je dis quand même, vive l'antibiothérapie. Mais finalement, Hahnemann, qui a travaillé beaucoup sur le mercure, évidemment, puisque c'est à la fois un médecin, un chimiste aussi, il a donné des méthodes techniques d'utilisation du mercure sans être iatrogène, sans être toxique, et les appelait évidemment, les différents sels du mercure, mercurus, mercurus solubilus, biodatus, protodatus, cyanatus, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que le mercure, plus il était soluble, plus il était actif, et plus il était actif, plus il était biodisponible, plus il était biodisponible, plus on pouvait donner des dilutions plus fortes dans des pathologies de plus en plus graves. Alors mes amis, oui, nous avions donc deux langages différents, mais ayant malgré tout le même sens. Alors par rapport aux pathologies neurodégénératrices, nos divergences entre Montagnier et moi-même, c'était l'utilisation, c'était la détérioration neurodégénératrice. Lui, qui était provoqué par des infections froides, pour lui, des infections froides, ça provoquait des infections, provoquait des pathologies à long terme, même si ces dernières étaient, semblait-il, éliminées par l'antibiothérapie, il en restait des traces. Des traces, une modification de terrain, ce qu'il appelait des pathologies chroniques. On parle d'ailleurs de pathologies maintenant chroniques post-infectieuses. D'ailleurs, on les connaissait depuis pas mal de temps, puisque ceux qui ont fait de l'infectiologie connaissent très bien. Il y a des personnes qui ont eu un streptocoque, et plus tard, il y aura peut-être une endocardite d'Osler, mais beaucoup plus tard. Il y aura peut-être des pathologies respiratoires, beaucoup plus tard. Et évidemment, des pathologies rhumatoïdes, beaucoup plus tard. Il y a une modification de terrain par rapport à un germe, par rapport à une pathologie qui est inexistante
mais qui reste froide et qui provoque des dégénérescences neurologiques. Alors, oui, mais pour moi, je disais, professeur, sachez une chose, c'est qu'il existe des pathologies connues, reconnues, notamment dans la maladie de Parkinson, parce qu'on parlait souvent de maladie de Parkinson, ou des pathologies neurodégénératrices, des pathologies neurodégénératrices qui sont provoquées par des accidents, par des incidents, par des traumatismes. Évidemment, je suis dans un temple, en quelque sorte, du traumatisme qui peut être effacé par vos techniques. Mais par contre, le traumatisme peut provoquer une dégénérescence complète. Et là, c'est la difficulté. Moi, à mon avis, on ne peut rien faire. Quand, par exemple, Mohamed Ali, le boxeur, un Cassius Clay, quand il a reçu des coups répétitifs, il a eu son locus niger complètement détérioré et il n'y a plus possibilité de régénérer de la dopamine endogène. Alors, mes amis, il existe une pathologie reconnue par l'État, reconnue comme maladie professionnelle. C'est le Parkinson manganique. Et le Parkinson manganique produit les mêmes effets que les traumatismes. Une destruction, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont travaillé dans les mines de manganèse, à leur retraite, il n'y a plus de retraite malheureusement pour eux, ils mourraient d'un Parkinson grave. Sachez une chose, c'est que malgré tout, il faut détruire ou bloquer 80% des récepteurs dopaminergiques pour que les signes de la maladie de Parkinson apparaissent. Donc, pour moi, la maladie de Parkinson commence bien avant. Elle commence 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant. Et petit à petit, une dégénérescence qui se produit, mais comme les signes n'apparaissent que lorsque 80% des récepteurs sont détruits ou bloqués, on n'en voit pas les signes. Alors on dit, oui, c'est une pathologie plutôt de vieilles personnes. Et cependant, de plus en plus, on voit des Parkinson qui déjà sont des Parkinson de jeunes. Alors mes amis, oui, donc par conséquent, curieux, je disais, alors pour l'instant, j'ai dit, voyez, donc je suis d'accord avec vous qu'une pathologie infectieuse peut provoquer à la longue des pathologies neurodégénératives, mais il n'y a pas que ça. Donc au début, il était contre, et puis après, il m'a dit vraiment oui. Et finalement, on est allé en convergence, et on a pu travailler avec beaucoup de dignité, ensemble, la main dans la main, pendant 8 ans. Alors j'ai dit, curieux, vous avez toujours cherché une explication scientifique à un fait, en rejetant parfois les théories bien installées. Ce qui gênait beaucoup, évidemment. Vous teniez compte de la maladie sans oublier le malade. Tiens, ben on revoit le 3e principe de l'homéopathie. Là, on a vu les dilutions, on a vu la dynamisation, on a vu l'effet semblable, et maintenant on voit les techniques de terrain. Une modification, vous teniez compte sans oublier le malade. Et il n'y a pas, à mon avis, une maladie de Parkinson, mais il y a des Parkinsoniens. Les uns sont tremblants, les autres sont raides, les autres sont tremblants et raides en même temps. Les autres sont aggravés par l'émotion, les autres marchent par petits pas, les autres ont plutôt des tremblements au niveau du côté droit ou du côté gauche. Les tremblements commencent par la main, parfois rarement plus par la jambe. Ils ont toujours des points communs, une marche par petits pas, peut-être des mouvements en roue dentée, une écriture qui devient de plus en plus petite, mais finalement on retrouve tous les signes qu'une intoxication mercurielle ou une intoxication par le manganèse peut provoquer. Et on retrouve tous ces signes. Et on en retrouve un autre, un petit médicament, qui est pour moi un grand médicament homéopathique.
Il s'agit d'un médicament qu'on donne parfois aux étudiants avant leurs examens, parce qu'ils tremblent. Ils n'ont pas des trous de mémoire, ils ont des gouffres. C'est gelzémium, évidemment. Et dans gelzémium, comme par hasard, quand on l'étudie sur le plan chimique, là, on ne fait plus de la matière médicale, mais on fait de la pharmacognosie, c'est-à-dire on étudie les différents principes actifs de ce que comporte la plante, et vous allez voir pourquoi on ne doit pas utiliser un seul principe actif de la plante, mais éventuellement la plante elle-même dans sa globalité, parce que comme par hasard, gelzémium contient 2 alcaloïdes, un la gelzémine et l'autre la sempervérine. D'ailleurs, on l'appelle gelzémium semperverina. Alors, nous avons aussi une chose extraordinaire, c'est que lorsque nous avons des alternances de tremblements et d'éraidissements, eh ben, c'est exactement le médicament qu'il faut, le médicament gelzémium. Alors, il y a des personnes qui ont des hypersalivations, d'autres des hyposalivations. Déjà, il y a un comportement différent. Vous voyez bien que ce n'est pas le même Parkinson, le même Parkinsonien qui est en face de vous. Et je pense qu'il faut évidemment traiter le Parkinsonien comme vous le traitez d'ailleurs en chromothérapie. Donc, vous voyez, il a expérimenté lui-même ses remèdes. Et d'ailleurs, il a lui-même expérimenté son propre remède, professeur Montagnier. C'est pour ça que j'ai fait son topo dans ce sens-là. Je rends hommage aux chercheurs que vous étiez, l'ami qui restera dans mon cœur. Merci d'avoir été en avance, d'avoir eu le courage, tel un lion, de se battre, nous permettant ainsi de défendre l'homéopathie. Je suis sûr que l'histoire vous donnera raison. Ironie du sort. Dans ce cimetière reposent Samuel Hahnemann et Jacques Benveniste. Excusez l'émotion. Là, c'est quelque temps avant son décès. Il était à la maison parce que malheureusement, quand on se réunissait, avec la Covid, on ne pouvait plus se réunir à l'hôtel. On ne pouvait plus se réunir dans les salles de quelconque. Donc, je faisais des petites réunions à la maison. Et elle était ravie, d'ailleurs, son amie, qui m'aimait beaucoup, elle me tient par l'épaule. Puis on voit le professeur Montagnier au fond, il avait toujours sourire, toujours bonne humeur. Et puis ce qu'il aimait bien, des pistaches. Alors ce que je faisais, discrètement, j'ai acheté 1 kilo de pistaches. Puis je mettais, comme par hasard, à côté de lui. Puis il les mangeait, 1 kilo. Et puis il rigolait. Là, vous aviez des personnes qui travaillaient avec M. Benveniste. Nous avions... Guillaume, au fond, évidemment. À côté, Skorupka. Et à côté, Milbert. Et à côté, donc, la conjointe de M. Montagnier. Et puis votre serviteur. Donc, on faisait des réunions. Au début, on faisait des réunions même à Hahnemann, au centre Hahnemann à Neuilly. Et puis finalement, c'était impossible. Donc, on faisait les réunions chez nous. C'était un petit peu hors la loi, mais enfin, bon, bref. Alors, M. Montagnier a défendu l'homéopathie à la Chambre des députés. On le voit ici. Avec le docteur Simeka et le docteur Dominique Hérault. Les 2 députés. Et là, moi-même, j'étais aussi à la Chambre des députés. J'essayais aussi de défendre. Et nous avons conjointement défendu l'homéopathie, alors qu'au début, il ne connaissait pas l'homéopathie. Il a étudié, essayé de trouver pourquoi ces faits existent et est-ce qu'il y a des données scientifiques qui nous permettront d'ouvrir une porte. Il a ouvert la porte, effectivement. Alors, l'apparition des signes, quand 90% des récepteurs sont atteints, je vous l'ai dit, l'origine est peut-être toxique, elle peut être infection froide, oui, vous voyez bien, conjointement, nous avons chacun donné notre avis, et comme par hasard, M. Montagnier, qui était un monsieur très ouvert, très curieux intellectuellement, me disait, eh bien oui, on peut travailler ensemble parce que nous avons justement 2 vues différentes de certaines pathologies neurodégénératives.
Alors l'action sur les récepteurs, peut-être il peut avoir une action chimique, évidemment, peut-être agoniste ou complémentarité de forme, c'est-à-dire que normalement, quand vous avez une atteinte des récepteurs dopaminergiques, quand vous avez une atteinte des récepteurs dopaminergiques, vous aurez parfois aussi une déficience en autres récepteurs. Vous avez une baisse des récepteurs dopaminergiques et, comme par hasard, une augmentation des récepteurs muscariniques. Donc il s'agit, bien avant de découvrir non seulement la maladie de Parkinson, mais les traitements de la maladie de Parkinson, qui étaient notamment la L-Dopa. On a donné de la L-Dopa tout simplement parce que la dopamine, issue lui-même, et d'ailleurs je suis en convergence aussi avec ceux qui s'occupent de la nutrition, puisque la dopamine vient d'un acide aminé qui est l'hydroxyphénylalanine ou tyrosine, et qui s'hydroxyde pour donner la dopa. C'est encore un acide aminé. Il y a une fonction acide, une fonction amine, qui par décarboxylation va donner la dopamine. Donc vous voyez, finalement, on dépend de la nutrition, on dépend de la toxicologie, et on dépend évidemment de l'infectiologie. Donc toutes nos techniques convergent. Et c'est à vous peut-être à donner des solutions qui ne sont pas les miennes, je reconnais, parce que j'avoue mon incompétence. On le savait, ça, hein, en chromo, parce que j'en ai vu toutes les couleurs, rassurez-vous. Alors parfois, on a trouvé donc des actions à travers les ondes, des molécules différentes chimiquement, mais ayant la même fréquence. C'est-à-dire que finalement, sur un même récepteur, on va non seulement agir avec la dopamine, mais avec des molécules qui peuvent agir sur le même récepteur, ce qu'on appelle des agonistes. Mais malheureusement, en allopathie, les agonistes sont trop concentrés en dose. Donc on a des effets secondaires des agonistes. Et avant la connaissance de la L-Dopa ou de la dopamine, qu'est-ce qu'on avait? On traitait comment? C'était au temps de Charcot, on traitait la maladie de Parkinson avec des antagonistes des récepteurs muscariniques, autrement dit des parasympathicolytiques tels que l'atropine, etc. Mais sachez une chose, c'est que les agonistes, justement, alors on a abandonné les agonistes comme les dérivés atropines. Comme vous le savez, on retrouve de l'atropine dans différents végétaux. Nous avons la Datura stramonium, nous avons la belladonna, la plus connue, la belladone. Nous avons la jusquiame noire, la Iociamus niger. Nous avons la mandragore, qui était connue par les sorciers. Et puis pour les ophtalmos, nous avons la duboisia, qui contenait effectivement d'une part de l'atropine, mais ses dérivés, c'est-à-dire de la iociamine et de la scopolamine, qui est un oxyatropine. Donc finalement, quand il y a un déficit de certains récepteurs, il y a l'augmentation d'autres. Donc quand il y a un déficit de récepteurs dopaminergiques, il y a une augmentation de récepteurs muscariniques. Mais en les bloquant, on se rend compte qu'on remobilise les récepteurs muscariniques, les récepteurs dopaminergiques, pardon. Donc il est bien de connaître justement ces variabilités. Et d'ailleurs, dans mon bouquin sur la maladie de Parkinson, j'avais écrit très gentiment, et j'avais fait cette communication à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui est un temple de la neurologie. Hein, je leur avais dit, messieurs, mesdames, chers confrères, dans la maladie de Parkinson, je me rends compte que finalement, les gros fumeurs sont rarement parkinsoniens. Et le chef des services s'est levé et me fait « Ah, Kemoun, vous avez raison. Moi, j'ai jamais trouvé de grands fumeurs, de très grands fumeurs, qui soient parkinsoniens. » Et maintenant, on utilise dans les traitements agonistes de la maladie de Parkinson des patchs de nicotine. Mais il faut savoir que la nicotine, c'est un alcaloïde qui va agir sur le sympathique et le parasympathique. Et selon le sujet, c'est pour ça que le terrain est très important. L'individu est important. Il y a des personnes qui fument pour se décontracter, il y a des personnes qui fument pour dormir, il y a des personnes qui fument pour réfléchir.
Donc soit on stimule le sympathique ou on stimule le parasympathique selon le sujet. D'ailleurs, lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a un lion, devant un lion, eh ben, les personnes parasympathiques vont être tétanisées par le lion, vont se laisser bouffer par le lion, puis ceux qui ont une stimulation sympathique ou cortisolique ou ce que vous voulez, bon ben, vont grimper sur un arbre, alors que jamais de leur vie ils ont grimpé sur un arbre, et ils vont avoir une action sympathique. Donc finalement, vous voyez, un événement identique, on a deux modes réactionnels différents. Comment voulez-vous traiter une maladie si vous ne traitez pas le terrain, si vous ne traitez pas le sujet? C'est quasiment impossible. Évidemment, connaître la cause, ça c'est très important. Parce que s'il s'agit d'une pollution par le mercure, par le manganèse, par le plomb qui provoque un Parkinson raide, le mercure qui provoque un Parkinson tremblant, et le manganèse qui provoque un Parkinson irréversible, ben on n'a pas le même Parkinson. Ben mes amis, c'est bien pour ça que, généralement, il faut connaître. Et puis, après un traumatisme, évidemment, nous aurons un Parkinson différent, irréversible. Donc, je pense que là aussi, il faut quand même connaître le sujet. Et la question très importante dans notre domaine, c'est savoir depuis quand. La question depuis quand est fondamentale, parce que, tout simplement, il y a des personnes qui prennent des benzodiazépines. Vous connaissez, le psychiatre, là, hein, malheureusement, ça bloque les récepteurs dopaminergiques, à ma connaissance. J'ai raison ou non? Hein? Et donc, par conséquent, eh ben, c'est un non-sens de donner des médicaments. D'ailleurs, rappelez-vous, les gynécologues qui sont ici, ben, quand les femmes étaient enceintes, pour éviter les nausées, on leur donnait quoi? Du Primpéran. Et ça bloquait les récepteurs dopaminergiques. Alors, on avait des enfants tremblants. Fort heureusement, c'était réversible. Donc, vous voyez, mes amis, la question depuis quand, c'est très important. Et puis, d'autre part, nous avons aussi, effectivement, des pesticides qui peuvent bloquer aussi les récepteurs dopaminergiques, les médicaments, etc. Donc, vous voyez, mes amis, il y a une foule de choses. Ce n'est pas un cours sur la maladie de Parkinson que je voudrais faire, mais simplement vous connaître les causes. Et les causes nous permettent justement de déterminer éventuellement... Oh, c'est trop gentil pour moi. Vous me sauvez la vie. Jamais tout dit. À la vôtre, excusez-moi, effectivement. Très forte en clinique, hein. Alors, des molécules chimiquement, mais ayant la même fréquence, la même action physiologique, c'est-à-dire que, normalement, j'avais démontré sur les récepteurs dopaminergiques que certaines dilutions homéopathiques agissaient sur ces récepteurs, même au-delà du noyau Avogadro. Et puis, mon ami Luc Montagnier avait démontré la même chose, mais d'une façon différente. Alors, lui, c'est un infectiologue, c'est normal, il raisonne en tant qu'infectiologue. Il était un infectiologue, je parle en présent, parce que dans ma tête, il est toujours présent. C'était un infectiologue. Donc, il raisonnait en tant qu'infectiologue, en tant que virologue. Et il me disait, lorsqu'on fait des filtrations stérilisantes, parce que, ouvrez les pharmacopées, en 1965, on disait tout simplement qu'on pouvait remplacer la stérilisation par des filtrations stérilisantes. Vous connaissez le problème, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, on filtrait avec des filtres inférieurs à 0,2 microns pour avoir des eaux sans microbes, ou pour avoir simplement, éventuellement, pour stériliser, entre guillemets, un bouillon de culture qu'on filtrait avec des filtres inférieurs à 0,2 microns, donc la taille du microbe, et on obtenait une eau dite stérile. Et de même pour les virus. On utilisait des filtres ultracentrifugés, ultrafiltration. La taille des filtres n'était pas à 0,2 microns, mais à 0,01 microns, c'est-à-dire la taille du virus. Et on obtenait, t'es content, on disait oui, et je relisais encore les pharmacopées 65, ils disaient oui, nous avons des solutions stériles. Quand nous filtrons, nous avons une filtration stérilisante. Ben, mon ami Luc Montagnier, virologue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filtré, avec des filtres inférieurs à 0,2 microns, des bouillons de culture, et normalement, il avait une solution filtrée dite stérile, mais quand il faisait agir, justement, et quand il mettait des PCR pour éventuellement déterminer la présence de doses infimes du microbe,
ou la fréquence du microbe, il retrouvait l'ADN du microbe, même dans une filtration stérile. Il en sera de même aussi pour les virus ultracentrifugés. Donc finalement, on a des moyens maintenant actuels qui permettent de démontrer, de démanteler des techniques officielles. Et pour vous démontrer que tout simplement, une filtration stérilisante n'est vraiment pas stérile, il existe encore. Après une dilution, après une dynamisation, eh bien, il existe encore la trace du microbe. Un point de plus à l'examen. L'ADN de la molécule enregistré sur l'ordinateur. On a envoyé à un autre laboratoire, ce qu'avait fait déjà notre ami Jacques Benveniste, lorsqu'il a envoyé le message à un autre laboratoire en Amérique. Lui, il a envoyé à un autre laboratoire à une faculté de recherche en Italie. Et il a reçu, et le signal qu'il a envoyé d'une dilution au-delà du nombre d'Avogadro a été reçu sur un tube d'eau pure. Je dis bien, nécessité d'avoir une eau très pure. C'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, quand elle est dans un tube de verre ou dans un flacon de verre, réagit sur le verre. Et quand elle est très pure, elle peut larguer de la silice parce qu'elle va attaquer le verre. Ça, moi, je l'ai fait dans mon laboratoire. Hein. Je faisais des recherches de silice dans des eaux dites très pures et je retrouvais, pas au début, j'avais 1 million d'ohms de réactivité. Mais à la fin, j'avais une réactivité qui dégringolait parce que justement, nous avions des traces de silice. Benveniste, alors soigner des ondes par l'eau informée, pourquoi pas, c'est une solution. Benveniste, nobelisable, a vu sa carrière détruite en 1994 par sa découverte sur la mémoire de l'eau. Il avait été le premier à observer que l'eau pouvait garder en mémoire des informations. Il y a des faits que l'on n'explique pas, mais il faut l'accepter dans l'intérêt du patient. Quitte à essayer de comprendre plus tard, il vaut mieux guérir empiriquement que souffrir ou mourir scientifiquement. Laissez travailler les chercheurs, essayez de les aider plutôt que de les blâmer. Je vous remercie de votre attention. Vous avez sorti un livre, Oui. Homéopathie, guide visuel. On peut en dire juste 2 mots. Voilà. Un livre un peu, je dirais, un livre de recettes, quelque part. Recettes, voilà. Hein, sur les aftes, sur les hémorroïdes, sur ce genre de choses. Il est à votre disposition. Je vais le mettre peut-être sur la petite table et pour ceux qui le souhaitent. Donc les grands livres que j'ai faits, c'est ma vie d'homéopathie à 700 pages, mais c'est compliqué. Ensuite, la maladie de Parkinson de l'homéopathie, que j'ai édité en Belgique, parce que justement, je présentais des dilutions infinitésimales. L'homéopathie à la portée de tous, j'ai fait ça pour les isothérapiques, et notamment des substances que m'envoyait Burkel pour les transformer en isothérapiques. Et malheureusement, depuis 1999, c'est interdit. Tout ce qui marche est interdit. Et l'homéopathie, les preuves de science, ça, c'est... Ah, il va paraître dans quelques semaines. Il est terminé. Il a eu... Plus celui-là. Celui-là. Ça, c'est Plus celui-là. C'est un petit. C'est un petit, ça. D'accord. Merci encore, docteur. C'était un plaisir de vous entendre. Merci. Oui, je voudrais revenir au fait que tu utilises le tabac en disant que ça peut avoir un effet important sur le Parkinson. Or, pour les grands fumeurs, je pense qu'on peut voir sous un aspect différent et on peut voir sur un aspect énergétique. Nous, en tant qu'énergéticiens, on sait que le Parkinson il se traduit toujours par un état de sécheresse. Et il se trouve que si au niveau du poumon, il y a beaucoup de chaleur parce qu'on a un grand fumeur, et donc si on a beaucoup de chaleur au niveau du poumon, eh bien on va augmenter l'humidité au niveau central et on va par là apporter de l'humidité. Alors c'est exactement le même problème qui s'est posé aussi pour la Covid.
On a dit, ah, mais formidable, les gens qui fument beaucoup, ils attrapent moins la Covid. Mais pourquoi ils attrapent moins la Covid? Parce qu'il y a de la chaleur au niveau du poumon, hein, grâce au tabac. Parce qu'il y a deux types de comportements par rapport à la nicotine. Il y a parfois sécheresse ou au contraire hypersalivation. D'accord. Effectivement, la chaleur provoque une sécheresse, c'est exact. Mais par contre, parfois, comme c'est une action sur les sympathiques et le parasympathique, on peut avoir une hypersalivation ou au contraire une hyposalivation. C'est là où je voulais revenir, simplement. Il y a des comportements différents. D'accord. Mais la chaleur au niveau du poumon Tout à fait provoque, de façon étonnante, de l'humidité au niveau central. Bien sûr, tout à fait d'accord. Voilà. Donc c'est simplement une petite Bah, parenthèse. Tout sujet peut être abordé de façon Absolument, différente. tout à fait. Donc c'est une petite parenthèse. Et je vous remercie pour cet exposé extrêmement brillant. Merci. Et qui nous a tous séduits. Merci. Avec beaucoup d'émotion, parce que Merci, docteur. Alors, ceux qui veulent... Ceux qui veulent rencontrer le docteur Kemoun et puis voir ses livres, je crois qu'il y a des gens qui ont des questions à vous poser. Merci. Alors moi, c'était une question aussi, par exemple, aussi au docteur Kemoun, c'était pour lui demander les isovaccins, le protocole des isovaccins pour les enfants comme pour les adultes, pour le protocole pour les enlever, en fait. Bon, alors vous m'entendez, je vais d'abord, ça va? Vous avez effectivement deux solutions. Soit d'utiliser Tuia, c'est l'antidote général de toute vaccination, mais pas pendant longtemps surtout, hein. Pendant 4-5 jours, pas plus. Plus une vaccination a été ancienne, plus on va augmenter les dilutions. C'est le principe même de l'homéopathie. Puisque, comme vous le savez, pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'homéopathie, en principe, on utilisait les basses dilutions pour des signes locaux, des signes généraux, des moyennes dilutions, donc 7-9 CH, et plus haute dilution, soit pour des signes psychiques, soit éventuellement pour des signes très anciens, dans des cas chroniques. Donc dans ce cas-là, si la vaccination a été très ancienne, on peut aller, ce que disait Nash, il faut secouer l'absor. Il faut secouer l'absor, c'est-à-dire donner successivement des dilutions en gradient de dilution. C'est-à-dire commencer par 7, 9, 12, 15 CH. C'est une solution du vaccin. Donc on va faire un isothérapique d'un vaccin. Alors il faut choisir quand même l'isothérapique du même vaccin, parce que nous avons des excipients différents. Donc pas le même vaccin parfois. D'ailleurs la preuve, pour l'histoire de la Covid, il y a eu différents laboratoires. Hein, les uns ont utilisé ARN, d'autres ADN, etc. Bon, bref, les autres mettent un excipient, les autres mettent de la silice, les autres ne mettent pas, les autres mettent de l'aluminium, les autres n'en mettent pas. Enfin, c'est un merdier pas possible. Donc, par conséquent, il faut utiliser, quand on utilise le vaccin, l'isothérapie du vaccin, il faut utiliser le vaccin que le nom du vaccin. Et normalement, le pharmacien qui doit recevoir le vaccin doit mettre le numéro de l'eau, sa législation, quand il fait sa préparation, numéro de l'eau sur un ordonnancier, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'idéal, ce serait d'avoir le même numéro de l'eau, mais c'est quasiment impossible. Sauf si c'est juste après la vaccination. Juste après la vaccination, il faut une goutte simplement restante du vaccin, suffit pour donner son isothérapique. Et j'avais fait d'ailleurs un bouquin que j'ai édité en Suisse, malheureusement, puisque normalement, les auto-isothérapiques étaient interdites. Donc, par conséquent, j'ai fait un bouquin sur les isothérapiques et comment faire éventuellement ces isothérapiques soi-même, que j'ai édité en Suisse. Voilà. Merci. Merci, docteur.